D'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans notre présentation, dans le cadre du projet Math Jeans, avec les élèves de Berlin, nous allons vous présenter notre étude sur les comportements d'une espèce complètement hors norme, scientifiquement appelée Physarum polycephalum, comme vous pouvez le voir ici, c'est en latin, plus connu sous le nom de blob. Nous allons tout d'abord nous intéresser à ce que le blob et qu'est-ce qui le rend si exceptionnel. Cette espèce vit dans un milieu humide et frais des forêts des quatre coins du globe et il s'agit d'un des premiers organismes à être apparus sur Terre. En fait, il ne s'agit ni d'un animal, ni d'un végétal, ni d'un champignon, mais d'un organisme unicellulaire qui, même avec l'absence de bouche, d'œil et d'estomac, peut détecter de la nourriture et l'ingérer. Dépourvue de jambes, elle peut quand même se déplacer à la vitesse d'1 cm par heure. Physarum polycephalum intéresse beaucoup les scientifiques également car il est quasiment immortel et peut survivre à toute épreuve climatique, s'assécher, puis se réveiller de que ses conditions de vie lui sont favorables. Voici une expérience étonnante réalisée avec le blob. Le réseau de métro de Tokyo est un des réseaux de métro les plus optimisés au monde. De nombreux mathématiciens, dont les meilleurs au monde, ont contribué à l'élaboration de la meilleure optimisation possible de celui-ci. Pour réaliser l'expérience avec le blob, comme vous pouvez le voir sur la diapo, les scientifiques ont placé des flocons d'avoine aux principales stations de réseau sur un plan. À la grande surprise des scientifiques, le blob a réussi à recréer à quasi l'identique le réseau de métro de la capitale japonaise. Mais comment est-ce que cette espèce unicellulaire, qui n'a même pas de cerveau, a pu réaliser cette optimisation presque parfaite de ses déplacements? C'est notamment ce que nous allons voir dans cette présentation. Pour mieux comprendre comment est-ce que le blob se déplace, nous avons nous-mêmes élevé un blob avec l'aide de notre professeur d'SVT, qui a réalisé des photos sur son nom. Nous pouvons faire du blob au futur. Nous allons également nous intéresser à comment mesurer cette aire et au cours de la présentation. Sur cette photo prise par notre camarade, nous pouvons observer que le blob se divise en branches pour pouvoir manger lors de son déplacement grâce à un système particulier de veines. À présent, nous allons nous intéresser à la modélisation du développement du blob. Alors, voici une vidéo pour que vous puissiez mieux visualiser comment est-ce que le blob se développe et notamment sa division en plusieurs branches. Pour faire notre modélisation, nous avons établi des critères précis. La première est que le blob, pour se déplacer, se divise en branches et ces branches peuvent se diviser ou ne pas se diviser. Et s'il y a une division des branches, elles vont se diviser en deux. Nous avons représenté ainsi le cas où la branche ne se divise pas et comme ça, le cas où la branche se divise. Dans un premier temps, nous allons faire la division branche à deux générations de déplacement. Sur la première configuration que vous pouvez voir à l'écran, les branches ne se divisent pas deux fois de suite. Dans le deuxième cas, lors de la première génération notée G1, il n'y a pas de division, tandis que dans la deuxième, il y en a une. Et dans le troisième cas, que vous pouvez voir ici à l'écran, il y a deux séparations lors des deux générations. Puis, pour pouvoir simplifier la modélisation et le calcul des configurations, nous avons codifié les divisions en branches de la manière suivante. Nous avons fait ça en utilisant une sorte de code binaire, sauf qu'en prenant des 1 et des 2. Le 1 signifie qu'il y a une division des branches, et le 2 signifie le 1 signifie qu'il n'y a pas de division des branches, et le 2 signifie qu'il va y avoir une division. Alors, s'il n'y a pas de division dès la première génération, on est dans ce cas-là, on aura par la suite deux configurations possibles. Le premier cas est que, aussi, pendant la deuxième génération, il n'y aura pas de division. Dans ce cas-là, on note 1. Et l'autre cas, c'est qu'il va y avoir une division. Là, on va noter 2. Mais s'il y a une division dès la première génération, on aura par la suite 4 configurations possibles. Si les branches ne se divisent pas, ici se divisent pendant la première génération, mais pas pendant la deuxième, donc là, on va noter 1.1, 1 signifiant qu'il n'y a pas de séparation. Par contre, pour les deux cas suivants, c'est aussi possible qu'il y ait seulement une seule des deux branches qui va se séparer. Si c'est le cas du premier, alors nous allons noter 2.1, et dans le cas contraire, on va noter 2.2.
c'est aussi possible qu'il va y avoir les deux branches qui vont se diviser. Dans ce cas-là, on a 2.2 comme codification. Et d'ailleurs, si on additionne 2 à 2, ça nous donne 4, et le 4 signifie le nombre de branches qu'on va avoir à la fin de la division lors de la deuxième génération, pour cette configuration-là. Après, quand nous avons effectué cela, nous avons regroupé certains ensembles de configurations de la manière suivante. Ce premier groupe, nous l'avons appelé A1, le 1 signifiant l'exposant de 2 qu'on doit ajouter pour trouver le nombre de configurations. Ici, par exemple, nous avons deux configurations, donc 2 exposant 1 configuration. Par contre, dans le deuxième cas, nous avons noté A2. On a donc 2 exposant 2 configurations, 4 configurations. Pour faire le calcul du nombre de générations par configuration, pour la première génération, on peut tout simplement regarder. On voit sur la codification et aussi sur le schéma qu'il va y avoir 2 possibilités. Tandis que dans le deuxième, là aussi, on peut voir qu'il y en a 6. Mais on peut aussi trouver ce nombre en ajoutant A1 à A2, ce qui revient à ajouter 2 exposant 1 à 2 exposant 2, ce qui va donner 6 configurations. Nous allons voir maintenant à quoi ont servi ces regroupements pour trouver la troisième et la quatrième génération. C'est par ce système de codage que nous avons réussi à calculer, en passant par plusieurs générations, notées G, le nombre de configurations possibles au bout de 4 générations, qui est donc de 1554 possibilités. Cependant, pour arriver à ce nombre, nous sommes passés par plusieurs étapes. Alors, premièrement, s'il n'y a pas de division lors de la deuxième génération, ni de la première, donc on est dans cette situation, on aura par la suite, la même situation qu'on a ici, que la branche peut se diviser ou ne pas se diviser. Et donc, on notera ça à 1. Ça veut dire 2 exposant 1 nombre de configurations possibles. Si par contre, on est dans ce cas-là, on aura par la suite 4 configurations notées à 2. Si on a ici aussi 2 branches, il y a une division lors de la première génération, mais pas lors de la deuxième, on aura aussi 4 configurations possibles par la suite, et ici aussi on note à 2. Par contre, si on a 3 branches, on aura à 3 nombres de configurations, c'est-à-dire 2 exposant 3 configurations. Si par exemple, parmi les 3 branches, il n'y en a aucune qui va se diviser, nous allons noter 1, 1, 1. Et si par exemple c'est seulement la dernière branche ici qui se sépare, nous allons noter 1, 1, 2. Dans le dernier cas, on aura 4 branches qui peuvent se diviser ou ne pas se diviser. Et alors, dans ce cas, on aura 16 possibilités, qui correspond à 2 exposant 4, et ce qui correspond à 4. Pour calculer le nombre de configurations par génération, à la fin, nous devons juste additionner les regroupements. Ici, on additionne A1 à 2 fois A2, vu que A2 revient 2 fois A3. A3 aussi, il y a 2 flèches qui vont vers le A3, et une fois A4. Il y a une flèche qui va vers le A4. Ce qui correspond à faire 2 exposant 1, plus 2 fois 2 exposant 2, plus 2 fois 2 exposant 3, plus 2 exposant 4, ce qui donne 42 configurations au total pour la troisième génération. Pour la quatrième génération, nous avons utilisé la même méthode, puis additionné tous les regroupements pour au final trouver 1554 configurations. On peut voir qu'il y a une différence flagrante entre le nombre de configurations au bout de la troisième génération et au bout de la quatrième, ce qui est assez surprenant. Et ben voilà, merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez nous les poser. Nous y répondrons volontiers. Donc, nous, on va continuer avec la présentation. Notre but, c'est de modéliser le mouvement du blob. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça? C'est parce que on voulait savoir ce que c'était et on voulait comprendre comment il vit et comment il se déplace. Comment il se déplace pour manger?
Donc, on pense qu'il cherche à relier les points de nourriture par le chemin le plus court. Donc, d'abord avec GeoGebra et après avec Python, on a cherché à modéliser ce comportement. Donc, comment optimiser un déplacement? Comment relier les 4 points en ne passant qu'une seule fois par chacun et en revenant au point de départ? Donc là, on a 4 points, A, B, C et D. Comment trouver tous les chemins possibles? Avec GeoGebra, on a essayé de dessiner des arbres, comme vous voyez, et ce sont les chemins possibles pour le blob. Un premier exemple de chemin, c'est A, B, D et C, que vous pouvez voir sur l'arbre. Après, un deuxième trajet possible, c'est le chemin 2, A, B, C, D, que vous pouvez voir sur l'arbre. Et un troisième chemin possible, c'était le chemin A, D, B, C, que vous pouvez voir sur l'arbre. Tous les chemins sont identiques à l'un des 3 chemins vert, rouge ou bleu. Donc, tout le reste des chemins sont identiques au premier. Du coup, c'est quoi le chemin le plus court? Dans notre exemple, le chemin le plus court est le chemin 1 en rouge. Avec plus de 4 points, c'est vraiment très long de trouver tous les chemins possibles parce qu'on on avait fait avec 4 points et on avait déjà 24 possibilités, mais seulement 3 différentes. Donc, on a décidé de simuler le problème à l'aide d'un programme Python. Donc, ici, notre programme, il place 6 points au hasard, puis il trace le chemin le plus court en passant par ces 6 points et en revenant au point de départ. On a fait une simulation avec 7 points placés au hasard. Et ça fait des formes très variées aussi, hein, chaque fois. Et ici, avec 8 points. Et avec plus de 10 points, le temps de calcul était très long, même parfois l'ordi ne pouvait pas le calculer. Parce que on verra plus tard pourquoi. Donc, notre programme. D'abord, on a utilisé différentes bibliothèques. Ça, donc Math, Random, NumPy, PyPlot et IterTools. Donc Math, c'était parce qu'on avait besoin de formules mathématiques, donc comme racine, non, comme carré, enfin mètre carré d'un nombre. Random, c'était pour le hasard, on prenait des nombres au hasard pour les trucs, les coordonnées des points. Pour NumPy, c'était les matrices. Le PyPlot, c'est tracer les graphes, donc ce que vous avez vu un peu avant. Et IterTools, c'est pour les permutations. Alors, les points dans le repère. Donc, d'abord, on choisit le nombre de points. Donc, c'est l'utilisateur qui rentre le nombre de points sur l'ordi. Après, on a ce bloc-là qui crée tout ça, qui crée la matrice contenant les coordonnées des points choisis au hasard. Donc, là, avec le randin qui vient du random. Et après, on calcule toutes les distances entre deux points quelconques, donc entre tous les n points qu'on a choisis. Puis, on fait la matrice de toutes les distances. Oui. Après, donc, les permutations. Un chemin possible, c'est une permutation des n points. Pour chaque permutation ou chaque chemin, du coup, on calcule sa longueur en additionnant les longueurs des autres, genre des segments qui le composent. Voilà. Donc, on calcule tous les permutations, c'est tous les réarrangements, et c'est pour ça qu'avec 10 points, c'était très long, parce que il y a 10 factoriels permutations possibles, donc c'est vraiment beaucoup. Et après, vu qu'on a tous les chemins possibles, on calcule le chemin le plus court. Donc, on fait juste comparer un chemin et le chemin qui suit dans la liste qu'on a créée, en fait, de tous les chemins possibles et toutes les permutations, toutes les distances, du coup, des permutations. Puis, on trace le graphe avec le chemin le plus court. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu avant, quoi. Après. Et si les points, ils représentent de la nourriture, est-ce que le blob va se déplacer par tous les points en empruntant le chemin le plus court? Donc, nous avons découvert, une fois tous les chemins listés, il n'y avait que 3 chemins possibles pour 4 points. Donc, on suppose que les blobs relient les points par le chemin le plus court, même si on n'a pas pu vérifier ça par une expérience. Donc, si le blob est capable de relier des points par le chemin le plus court, alors il peut être utilisé pour modéliser des réseaux. Donc, l'image que vous voyez montre une modélisation du réseau de métro de Tokyo par un blob qui passe plusieurs fois par les mêmes points
de nourriture. Et donc, il semble qu'il crée un réseau robuste, c'est-à-dire que si un chemin est coupé, le bloc passera toujours par tous les points. Donc, avec Gladys, ma collègue, on s'est demandé comment mesurer l'aire du blob et plus précisément l'évolution des blobs. Donc, je pense que vous avez tous vu des photos du coup du blob grâce aux présentations précédentes ou simplement grâce à des recherches personnelles. Et on remarque en effet que le blob n'a pas de forme géométrique spécifique, qu'il prend souvent des formes assez bizarroïdes et donc qu'on ne peut pas le calculer avec une simple formule. Il n'a pas de propriété géométrique. On s'est donc demandé, on a donc programmé un programme Python pour calculer l'aire avec des images. Les images, elles sont composées de pixels et donc le programme se base plus précisément sur la couleur des pixels. Donc on aura d'un côté les pixels du fond. On aura d'un côté les pixels du fond et de l'autre, on aura les pixels du blob et on pourra donc avec ça calculer l'aire. On a donc fait un programme en plusieurs étapes et je vais laisser ma collègue expliquer. Voici la première étape du programme. Donc en premier, on va installer les bibliothèques nécessaires. Puis, comme on va vouloir mesurer l'évolution de l'aire du blob, on aura besoin de différentes images pour pouvoir donc montrer les différentes étapes. Pour cela, on va utiliser un fichier texte pour en fait éviter de remplacer le nom de l'image précédente à chaque nouveau lancement. Donc, sur chaque ligne du fichier texte, on aura le nom de l'image. Donc voilà, ici un exemple. Et puis, pour chaque nouvelle image qu'on va lire sur chaque ligne, on va lui associer la variable blanc. Donc, le blanc ici correspond à la couleur du fond. Donc, puis, on va lire l'image, donc grâce à cette fonction ici, et aussi sa taille. Et donc, on va enregistrer dans deux matrices, une fois la ligne, donc le nombre de pixels en ligne et en colonne. Donc après, pour chaque ligne et pour chaque colonne, on va tester, donc on va se baser sur le code RVB, donc rouge, vert, bleu, qu'on va ici, donc on voit ici les trois matrices, une fois pour les rouges, pour les verts et pour les bleus. Donc, comme le code RVB du blanc est assez proche du maximum, c'est-à-dire de 256, 256, 256, on a choisi ces valeurs-là. Donc voilà. Et en fait, avec la boucle si, donc si la condition est vérifiée, on va ajouter plus 1 à la variable. Et à la fin, on va soustraire en fait les pixels du fond, donc les pixels blancs, au nombre de pixels total de l'image. Donc on va multiplier la ligne fois la colonne, moins les pixels blancs. Et donc après, on va afficher le résultat. Donc, normalement, c'est avec tous ces résultats-là qu'on forme un graphique avec les différents résultats de l'aire. Cependant, on a reçu le jeu de photos un peu trop tard. En plus, quand on s'était entraîné à faire le programme, nos photos avaient simplement 10 000 pixels, ce qui est beaucoup moins que les pixels qu'on avait hier, parce que c'était environ 20 millions de pixels. Et donc, le temps de calculer chaque image, ça prenait entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Donc, en fait, en théorie, c'est complètement possible. On avait même réussi à calculer analyser deux sortes de photos, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps et on ne voulait pas faire un graphique avec simplement deux photos. Mais donc, imaginez-vous, là, il y a un graphique, donc ce serait un graphique de l'évolution du blob en fonction du temps, mais en soi, c'est complètement possible. C'est juste qu'il faut plus de temps et il faut plus de photos avec peut-être un peu moins de pixels. Et on pourrait optimiser le programme pour que le temps. Et puis, c'est ça. Surtout, on avait essayé de faire pousser du blob, mais on l'avait fait sur fond noir parce que ça marche mieux que sur fond blanc. Ouais, mais la différence entre les codes couleurs, et donc c'est aussi une difficulté de différencier en fait le code couleur
du blanc qui n'était pas vraiment du blanc, mais qui ressemblait plutôt à du rose, jaune, blanc. Et c'était très très proche du jaune qui n'était pas vraiment du jaune du bloc, donc voilà, c'était un peu difficile. Donc, merci pour votre attention. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'est mort. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Non. Oui, non. Moi, je pense qu'on peut peut-être regarder dans le chat. Vous n'avez pas de questions? Ça veut dire qu'on a... Moi, j'ai une question par rapport à la partie sur la mesure de l'air. Effectivement, 20 millions de pixels, c'est beaucoup. Une photo toutes les 10 minutes, si on fait pousser le bloc d'une semaine, c'est aussi beaucoup. Vous avez dit qu'il y avait peut-être un moyen d'optimiser un peu ce point. Vous feriez comment? Il a dit, je te laisse la parole. Vu que c'est toi qui as proposé cette idée. Donc, ouais. Donc en fait, on pourrait utiliser, je pense, d'autres bibliothèques dans Python qui seraient plus adaptées à des calculs de ce genre, donc qui nécessitent avec des fichiers qui sont très lourds, mais bon, après on n'a pas rentré dans les détails. Et voilà. Ouais. Nour? Oui, justement, pardon. Si jamais vous continuez le projet, justement pour optimiser le programme, peut-être que vous pouvez utiliser la librairie outils, parce que je crois qu'elle est beaucoup plus rapide en pixels, c'est juste si jamais vous voulez. Et je pense que la prochaine fois, on pourra aussi le faire sur un autre ordinateur, parce que l'ordinateur qu'on avait hier était assez lent. Mais donc, je pense qu'il y a plusieurs choses à optimiser, mais aussi sur le matériel, et pas simplement sur les calculs. Oui, moi j'ai une question sur la partie sur l'optimisation des trajets. On a un magnifique arbre avec beaucoup de trajets possibles, mais vous avez dit en fait, il n'y en a que 3. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi il n'y en avait que 3 alors que moi j'en ai beaucoup? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Nous n'avons pas entendu. La question, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 trajets différents sur l'arbre des trajets qu'on avait tout à l'heure des 24 là? Ah, c'était pour vous. Ok, j'ai cru que c'était pour nous. Non, là. Enfin, là plutôt. Non, là. Là. Oui, c'est parce qu'on avait trouvé une simplification, mais là j'ai plus la formule en tête. C'était pour... C'était pas En gros, pourquoi ABCDA, c'est pas que BCD? parce que si on compose segment par segment dans un autre ordre, mais si on ajoute tous ces segments dans une longueur, ça fait la même distance. Et puis même si ça commence pas par le même point, bah c'est la même boucle en fait. Donc c'est toujours la même chose qui se répète. C'est juste le début et la fin qui. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'utiliser cette information pour réduire le nombre de cas qu'il faut tester avec l'ordinateur? Oui. Ou est-ce que vous pensez que c'est... Oui, on peut le faire. On a voulu essayer au début, mais après il y a le temps qui nous a manqué, donc on n'a pas pu le faire, mais on aurait pu le faire. Non. Oui, cette fois, c'est une question sur la partie. Cette fois, c'est une question sur la partie division du bloc. C'est votre tour. Il y a une question pour vous. Là, vous avez uniquement regardé le bloc qui se divise en deux, uniquement. Est-ce que vous avez une idée de comment généraliser, par exemple, si le bloc se divise en 3 d'un seul coup? Non, nous ne sommes pas intéressés à ça.
Mais le bloc, ça peut se On n'a pas hyper bien entendu. C'est un peu, ça vient un peu de loin le son. Ah, pardon, Ouais. On n'a pas le micro. Non. Ok. Donc, c'est bon, ok. Donc, tout au début, quand on avait vu, quand on a vu la division du blob, vous avez montré que le blob pouvait se diviser en deux. Mais est-ce que vous avez envisagé le cas où il se divise en trois, par exemple, et vous avez une formule plus générale pour calculer le nombre de possibilités? Non, nous n'avons pas cherché ça. Nous n'avons pas vraiment cherché ça. Et, oui. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez remonter votre présentation, Budapest, s'il vous plaît? Ah, mais là, nous, non. Oui. Je crois qu'il faut leur redonner la main. C'est parfait, j'ai une question sur cette diapositive. Oui. Vous arrivez, alors effectivement, la formule a l'air un peu complexe. Est-ce que vous avez essayé de généraliser pour savoir ce qui se passe à la 5e génération, à la 6e? Si oui, quelles difficultés avez-vous rencontrées? Moi, j'ai commencé à essayer de faire ça. Et c'était, au bout, il y avait trop de nombres. Il y aurait eu trop de configurations à faire. Et nous n'avons pas réussi à trouver ce qui viendrait, par exemple, après ces nombres-là. C'est les coefficients qui multiplient à 2, à 3, à 4, à 5 qui sont difficiles à calculer. Comment? J'ai pas vraiment bien entendu. Sur la dernière ligne, sur le calcul à la 4e génération, on voit que les A2, A3, A4, A6, ils sont multipliés par des nombres 2, 3, 5. Est-ce que vous avez réfléchi à comment on pouvait obtenir ces nombres 2, 3, 5, 7, 7, 4? Difficile à trouver. Oui, c'est très difficile à trouver. En tout cas, nous, on n'a pas vraiment réussi. Ah non, c'est pour trouver ces chiffres-là. Ah, pour ça, nous avons dessiné sur papier le nombre de configurations possibles pour chacun des divisions et chacun des cas. C'est comme ça que nous avons trouvé combien de fois il faut multiplier ça par exemple, multiplier 2 fois par 2 exposant 2 et multiplier par 2 plus ensemble. En fait, le 7 fois, ça veut dire que on retrouve 7 fois ici le 2 exposant 5, par exemple.